Reprise du trafic à la SNCF après 3 jours de pagaille en pleine vacances d'été. Information et communication à vitesse réduite, on peut le dire. Une crise mal gérée et un recadrage en bonne et due forme par le gouvernement, avec un objectif que ça ne recommence pas. Et puis on parlera aussi du jour de dépassement des ressources de notre planète, l'humanité via crédit pour la planète, préférer le sursaut au sursis. Dixit Nicolas Hulot. On décrit ton analyse dans la médiasphère avec mes invités Michel Taube, fondateur de opinioninternationale.com, Muriel Réus, fondatrice du mouvement des femmes avec, Stéphane Attal, fondateur de l'agence Les Influenceurs, et vous êtes l'auteur d'Influencer, c'est la communication d'aujourd'hui, paru chez Maxima, et Élodie Mielzarek, sémiologue, experte en langage verbal et non verbal, votre livre Déjouer les manipulateurs aux éditions du Nouveau Monde. Je le disais donc, après 3 jours de galère, le trafic est enfin revenu à la normale. Trafic revenu à la normale pour les usagers, surtout. Hier, on se demandait où était Guillaume Pépi. Eh bien, le patron de la SNCF, il était dans les locaux de RTL ce matin. On l'écoute. Je voudrais redire à nos clients du TGV à Montparnasse que je sais qu'ils ont vécu des moments difficiles et que je le regrette profondément parce que c'est leur confiance qui nous fait vivre et qui nous fait avancer. Il faut juste essayer de comprendre la situation dans laquelle on s'est trouvé. Plus de postes d'aiguillage, ça veut dire plus de signaux, ça veut dire plus de moyens de faire fonctionner les aiguillages. Donc on était dans le noir complet. Et c'est un des jours les plus forts de l'année. On a transporté ce week-end-là 1 500 000 personnes. Et donc c'est vrai, on a été débordés, je le reconnais volontiers. On a été débordés, le temps des excuses, mais c'est quand même pas trop de notre faute. C'est un peu ça. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, donc toujours avec ma grille d'analyse qui, moi, est verbale et non verbale, c'est qu'il y avait un hiatus. C'est-à-dire que verbalement, effectivement, il est dans l'empathie, il dit « je sais ce que les gens ont vécu, ce que nos clients ont vécu », pour reprendre ces mots. Mais d'un point de vue non verbal, c'est pas tout à fait la même histoire. C'est-à-dire que, vous savez, quand on fait les gestes comme ça vers soi, effectivement, là, on met dans sa sphère et on est sur des gestes qui sont plutôt projectifs, plutôt empathiques. Et puis, quand on met comme ça, on est plutôt à distance. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit je sais ce que nos clients ont vécu, et il met à distance comme ça. Et par contre, quand il parle de lui, on a eu des problèmes de poste d'aiguillage, on a transporté, etc. Et là, il met davantage sur lui. Donc, autrement dit, verbalement, il y a de l'empathie, mais à travers la gestuelle, ben non, il est plutôt dans le rejet. En fait, les clients, c'est même quelque chose qui met à distance et qu'on retrouve aussi dans la structure langagière, puisqu'il utilise une subordonnée qui met nos clients, ce sont nos clients qui nous font vivre, etc. Enfin, une espèce de formule d'ailleurs un peu. C'est pas nos clients, c'est pas nos clients, c'est la confiance. Et d'ailleurs, qui nous fait vivre. Enfin, il y a une espèce de chose un peu étonnante. Il faudrait creuser et soulever, parce que d'un point de vue linguistique, il y a quelque chose qui est pas clair et qui est assez étonnant dans l'usage de cette subordonnée. Et d'un point de vue linguistique, je trouve que selon les périodes, ça dure des fois 1 mois, 2 mois, il y a des mots-clés qui sortent dans le discours public. Et c'est vrai que le terme de confiance, il est beaucoup employé depuis déjà par le gouvernement avec la loi sur la confiance dont on a parlé. C'est de la langue de bois, en fait, ce qu'il dit. Là, franchement, c'est ça qui est très désagréable. Là, c'est franchement de la il langue porte de bois, l'empathie comme valeur, mais dans ces structures, on est dans des structures langagières qui sont la langue de bois. Donc, en définitive, ça vient neutraliser complètement le propos et la valeur qu'il voudrait porter. Dans une communication de crise, l'arrivée du président dans les médias est orchestrée. C'est-à-dire que, et je ne peux pas imaginer qu'il en soit autrement à la SNCF. On fait passer dans les médias ce qu'on appelle dans notre jargon, qui n'est pas forcément très élégant d'ailleurs, je dois dire, des fusibles. C'est-à-dire des gens qui peuvent sauter, qui sont là pour prendre des coups. Voilà, pour protéger la parole du président, qui est la parole institutionnelle. Mais on attend que la crise soit réglée, entre guillemets, parce qu'on se demandait hier, il est où Guillaume Pépi? Il n'était pas là quand même. On se demandait où était Guillaume Pépi. La crise a été gérée médiatiquement d'un point de vue technique. Très peu d'un point de vue des usagers. C'est maintenant qu'on entend les associations d'usagers se plaindre. Et c'est maintenant, à mon sens, un petit peu tard qu'on entend Guillaume Pépi, parce que je suis tout à fait d'accord avec Élodie, l'empathie, elle devait être au moment où les gens ont dû rater leurs vacances. C'est à ce moment-là qu'il fallait au moins dire quelque chose. Faire, c'est pas si évident que ça. Il faut, à un moment donné, se transporter, se mettre un peu à leur place. C'est compliqué, 1,5 million de personnes à gérer comme ça. Mais dire quelque chose, je me dis, moi, qu'il est un peu tard pour présenter seulement des excuses. Le temps des excuses est venu un peu trop tard, il aurait dû être là avant. C'est assez curieux ce qui vient de se passer. Parce que pour moi, pour connaître un petit peu le sujet des crises et un petit peu la SNCF, Guillaume Pépi a toujours été parfait.
il a toujours très très bien géré les crises. Et très présent, surtout médiatiquement. Il a toujours été très présent, présent, qu'on se demandait où il était. Immédiatement présent quand il y a eu des problèmes. Vous vous souvenez, quand il y a eu ce déraillement où il est arrivé en gare, il avait même revêtu le gilet des cheminots en disant « j'appartiens à ce monde et je fais partie de ce monde d'entreprise ». Il n'y avait personne à Montparnasse dimanche. Et donc c'est assez étonnant ce qui vient de se passer, parce qu'en plus probablement la SNCF a une des meilleures cellules de crise en France. Donc, je ne m'explique pas. Pour le coup, aucun fusible n'est venu. On parle de Mathias Vichra, qui, donc, du coup, vice-président, qui est sorti un petit peu. Il n'a pas voulu aller rencontrer les journalistes. Ça a été par téléphone sur place. Voilà, mais sur place, lui, il a été par téléphone, mais il n'a pas voulu se déplacer. Les journalistes, mais surtout, qui était à la gare Montparnasse ? Et puis les usagers. Et qui était à la gare Montparnasse ? Parce que est-ce qu'une des manières de gérer les crises, c'est pas aussi d'envoyer, pas le président, mais certains acteurs clés, certains dirigeants de l'entreprise, pour aller au-devant des usagers. Et service public, les politiques n'étaient pas là non plus. Voilà, si je reprends le terme de confiance, effectivement, Guillaume Pépy est réputé pour aller au-devant des problèmes, de ne pas avoir peur de les gérer. Mais la meilleure manière de parler de confiance, c'était d'aller voir les usagers en disant écoutez, on vous comprend, on est à vos côtés, on essaye de trouver les solutions comme on peut, mais c'est très compliqué, etc. Après, ce que je voulais dire, c'est que cette crise, quelque part, elle arrive à point nommé pour le gouvernement, c'est ce que j'avais dit. Parce que la ministre des Transports a fait une sortie très importante. Un des axes de la politique des territoires de Macron, c'est de dire on arrête les grands travaux, on arrête les grandes lignes TGV et on va se concentrer sur les problèmes qu'ont les Français, c'est-à-dire notamment de transport, les lignes régionales. Et là, les interconnexions. Et là, c'est vrai que cette crise a permis au gouvernement, et je pense qu'on va l'entendre de plus en plus d'ici à la fin de la semaine, parce qu'on attend le rapport de Guillaume Pépy sur cette crise, le gouvernement risque de prendre prétexte de cette crise pour dire voilà, maintenant, il faut qu'on arrive à mieux gérer tout le territoire, tous les problèmes techniques qu'il y a sur le territoire et d'arrêter les très grands travaux. Alors, donc cette crise arrive à point nommé. Il justifie, donc, parce que c'est le temps des excuses, mais il dit voilà, c'est pas non plus de notre faute. Il y avait des travaux de la ligne à grande vitesse, notamment ce Paris-Bordeaux, donc en 2 heures, en moins de 2 heures. Paris-Bordeaux en moins de 2 heures. C'est ça aussi, en fait, finalement, on se dit on en a trop fait. Il justifie, quoi. C'est les excuses. C'est là où je vous dis que je suis très étonnée par rapport à la SNCF et par rapport à la cellule de crise de la SNCF et par rapport à Guillaume Pépy. Moi, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a effectivement, il faut distinguer ce qui s'est passé sur le terrain et avec le désarroi des usagers, les 55 000 personnes qui n'ont pas été traitées, qui sont... Il a mal information. Et cette communication qui a été mal mise en place et probablement mal gérée, ce qui est encore une fois très étonnant. Et par ailleurs, il y a ce problème stratégique évoqué Michel, parce que ça tombe à point. Guillaume Pépy a bien dit que ce n'était pas un problème de maintenance, mais que c'était un problème de développement sur les lignes à grande vitesse. Et le gouvernement veut cesser tous les investissements sur ce segment-là. Donc, il y a quelque chose là qui se joue, à mon avis, dont on n'a pas connaissance encore. Ce recadrage du Premier ministre a été très violent. C'est quand même curieux, ce recadrage extrêmement violent. Justement, alors, on va le regarder, ce recadrage, puisqu'on en parle. Pour des raisons de sécurité et pour des raisons d'efficacité, nous devrons consacrer des moyens à l'entretien des réseaux. C'est une priorité. C'est une priorité et elle sera assumée. Nous avons, SNCF Réseau, SNCF Mobilité A, des progrès considérables à faire. C'est le sens des remarques précises, claires et fermes que Madame la ministre des Transports et moi-même avons formulées aux responsables de l'entreprise. C'est là, on va de l'avant, on est sur les mêmes rails, c'est ce qu'on veut donner là comme message après cette crise. Il a quand même dit, c'est inconcevable, c'est inacceptable. Quand même, Guillaume Pépy, c'est le patron d'une des plus grosses entreprises françaises. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une question, justement, de sa présidence ? Est-ce que ce silence de Guillaume Pépy, là, ne vient pas accréditer ou ne vient pas... Sur la sellette, c'est ça ? Il y a, en tout cas, moi je dis qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas maîtrisé et qui est peut-être purement stratégique. Et parce qu'ils se sont vus, il y a eu une réunion justement hier entre Guillaume Pépy, Édouard Philippe, la ministre des Transports. Alors évidemment, ça n'enlève rien au désarroi des usagers, qui pour le coup est inacceptable. La communication et c'est dans la suite de la séquence de communication qu'on verra si justement Guillaume Pépy est en question, pas en question, parce que en communication de crise, on peut s'excuser, mais il ne faut pas se chercher d'excuses. Oui, parce que cette nuance-là, pas notre faute. Cette nuance-là, elle est fondamentale. Il va se retrouver frontalement aux associations d'usagers, ça commence, on a déjà entendu des choses dans les médias. Et à la ministre des Transports. Et face à la ministre. Et c'est dans sa façon de gérer cette communication-là qui va être beaucoup plus grand public, beaucoup plus disponible un peu partout, plutôt que de gérer la crise technique qui finalement a été très très bien gérée et le
le plus vite possible, même si 3 jours c'est énorme pour les usagers. 3 jours pour régler un problème de 6900 points de contact qui sont éteints, c'est peut-être une grosse performance technique qu'il faudrait mettre en avant pour justement trouver la bonne raison d'inverser la crise de communication. Pour l'instant, c'est pas fait. C'est pas un novice, Guillaume Pépi, tu es d'accord? C'est pas un novice. C'est pas nouveau. C'est pas un novice. Il a géré énormément de crises. Il l'a toujours fait parfaitement. Donc il y a bien quelque chose. Mais c'est quand même jamais de leur faute. Il y a ce sentiment, les Français ont bien l'impression que ça. C'est pas deux choses qui montraient qu'effectivement les relations avec la SNCF allaient commencer à être un petit peu houleuses. C'est quand il y a eu l'ouverture de la LGV. Effectivement, Emmanuel Macron s'est tout à fait exprimé. Il était assez peu heureux de toute la dépense qui avait été faite sur le buffet, etc. Il avait dit que c'était pas une priorité, justement. Exactement. Donc déjà là, on avait les prémices de quelque chose. Autre chose qui m'interpelle, depuis tout à l'heure, on utilise le mot usager. C'est vrai qu'on parle d'usagers de la SNCF, là où Guillaume Pépi parle de clients. Et voilà, en termes de représentation, on n'est pas du tout sur les mêmes schémas. C'est-à-dire que, alors, jusqu'où c'est pas une erreur de sa part de parler de client, parce que s'il y a client, c'est-à-dire qu'il y a un client qui paye pour une prestation, et du coup là, il vient réveiller le fait que justement la prestation, d'un point de vue financier, qu'ils ont remboursé. Une prestation qui est devenue très très chère. Le train est devenu très cher. Derrière, il n'y a pas de service. Un produit de luxe. Exactement. Quasiment. Donc, lui, non seulement il parle d'empathie, mais en plus, il est sur un paradigme qui est un paradigme financier uniquement, parce qu'il parle de clients et non pas d'usagers. Donc rien, voilà, en termes de communication, il y a plein de choses qui montrent. Quand on parle de clients, il faut aussi parler de concurrence. Pour l'instant, il n'y a pas de concurrence sur les rails. La seule concurrence, c'est les autocars et l'aérien. Donc c'est vrai que jusqu'aujourd'hui, à la SNCF, nous sommes des usagers et non pas des clients. Des usagers payants, évidemment. Et c'est un service public, jusqu'à preuve du contraire. Il va falloir inventer demain le partage des voitures d'une façon beaucoup plus efficace. Exactement. En termes de communication, on a l'impression qu'ils essaient toujours de gérer des crises. C'est-à-dire qu'il y a des campagnes, notamment votre train, c'est celui qui arrive à l'heure, par exemple. C'est-à-dire que, parce que c'est ce qu'on leur reproche aussi en face, toujours ces problèmes de... Bon, alors, en effet, derrière, ce sont des problèmes techniques. Mais c'est vrai que les Français ont toujours cette impression, ils disent, bon, c'est les problèmes techniques. On se cache toujours derrière les problèmes techniques. Il est vrai que les chiffres montrent qu'il y a une amélioration tendancielle. Les trains arrivent moins en retard. Sur les fondamentaux, il y a des améliorations. Mais ce n'est pas ce que ressentent les usagers et non pas les clients. Parce que moi, je préfère me sentir, et je pense que c'est le cas de tout le monde ici, usager plus que client de la SNCF, notamment parce que la SNCF, c'est une marque, c'est un patrimoine de notre pays auquel les Français sont quand même très, très attachés. Et c'est vrai que là, cette crise vient brouiller une fois de plus l'image de la SNCF. C'est un coup dur pour la SNCF. Voilà, c'est vraiment un coup dur, ça ne va pas être simple à gérer. Il faut dire aussi que cette crise, c'est une crise de la complexité. Parce qu'on est dans des sociétés de plus en plus complexes. Et comment un incident technique qui met 48 heures à être identifié, c'est quand même considérable. Voilà, ce sont des crises à complexité. Mais c'est une crise du digital, c'est une crise numérique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que le plan B de retour au manuel n'était pas une solution qu'il fallait activer un peu plus vite? On est dans un monde entièrement digitalisé et la panne, enfin de ce que j'ai pu lire ou entendre, vient justement de la technologie. Où est le plan B manuel? Il y a à la SNCF et autour de la SNCF des gens extrêmement compétents qui peuvent activer les plans B. Alors, non, mais tu vois, là, demain, il va falloir inventer des systèmes où, quand il y aura des crises de ce type, alors il faudra avoir des liens et des connexions avec des gens qui feront de la mobilité dans la voiture, du partage de voitures, du covoiturage, etc. On a tout à inventer. Et alors, moi, je me sens plutôt client qu'usager, parce que quand je paye 180 € ou 150 € pour un Paris-Marseille, je me sens vraiment cliente. Et il faut dire aussi quand même que c'est vrai que les trains arrivent moins en retard sur le TGV, mais alors le corail, l'intercité, quand vous prenez ces trains-là, c'est pas le tiers-monde, mais quand même. Et alors, surtout derrière, le problème, au-delà des problèmes techniques, c'est la communication. C'est-à-dire comment savoir, et justement, à l'heure du digital et des réseaux sociaux, des grandes technologies, on se demande comment ça se fait que finalement, il y ait ce problème lié à la communication, à l'information donnée aux voyageurs. Certains sont arrivés à 6h30 hier en gare Montparnasse, aucun guichet n'était ouvert, pas de gilet rouge qui arrive après. En ces temps-là, on se dit quand même 24 heures sur 24, il devrait être ouvert. Et surtout des gens qui ne recevaient pas les textos ou qui n'arrivaient pas à aller sur l'application. Et c'est la technologie, toute la technologie. Et c'est en ce sens que c'est un raté complet, parce que c'est et la communication digitale, et la communication média, et la communication physique dans la gare Montparnasse ou à Austerlitz, où il y a des voyageurs qui allaient à Austerlitz, qu'on renvoyait à Montparnasse.
c'est l'ensemble de la communication et de tous les canaux de communication qui ont échoué. Donc on se demande si quelque part la cellule de crise de la SNCF n'était pas en vacances ce soir-là. Parce que quand on reçoit des textos, moi quand je vois le train, souvent je reçois un texto pour qu'on m'alerte en me disant votre train demain, vous êtes place un tel. Donc on se dit pourquoi on nous prévient pas. Dimanche, je prenais le train de Nantes pour aller à Montparnasse, je n'ai eu aucun texto me signalant mon train allait avoir du retard, s'il était là ou pas. Il fallait se débrouiller quand même. Quand on fait de la formation à la communication de crise, il y a un certain nombre de poncifs qu'on va pouvoir répéter ici. Les trains qui arrivent à l'heure n'intéresse aucun journaliste, ça c'est la première chose. Donc là, on est en plein dedans. Ça se passe bien, ça nous intéresse pas. Voilà, quand ça se passe bien, ça vous intéresse pas. La deuxième chose, c'est le pire arrive toujours. C'est que ça qu'on travaille en cellule de crise. C'est le pire arrive toujours. Et la troisième chose, c'est que les crises n'interviennent qu'en période faible. Là, le Tour de France est arrivé. Les vacances ont commencé, les députés ont envie de partir en vacances, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc la pauvre SNCF se retrouve au centre d'un vide médiatique qui ne va pas forcément lui rendre service d'un point de vue de sa communication. Et elle fait la une de l'actualité, du coup, pour tous ces désagréments. Mais clairement, c'est quand même pour l'image là, de la SNCF. Oui, moi, c'est ce que j'allais dire. Au-delà d'un problème de communication, c'est un problème de crise d'entreprise. Vous voyez, on va au-delà du problème de la communication. C'est que tous les systèmes sont faits pour être en état de marche. Enfin, toutes les applications existent. La SNCF est hyper équipée. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose en interne qui a dysfonctionné. Mais là où il est intelligent, c'est qu'il le dit lui-même. Il dit que c'est leur confiance qui nous fait vivre. Et effectivement, là, ce lien de confiance qu'ils essayent de tisser depuis des années. Mais effectivement, quand on voit des événements de ce genre avec les gens qui attendent dans les gares, c'est effectivement en termes d'image, là, c'est catastrophique. Je parle sous le contrôle de Muriel, mais je pense que c'est la première fois qu'il utilise ce mot de confiance. Et pour revenir à ce que disait Michel, c'est vraiment l'élément de langage à la mode en ce moment qu'il récupère. Quand c'est pas incarné, effectivement, c'est encore plus catastrophique parce qu'effectivement, là, il l'incarne pas, lui. Pour se mettre dans les pas d'Emmanuel Macron, ou est-ce que c'est juste voilà, c'est ça, parce non, que c'est une des valeurs de l'entreprise. Là, la confiance avec les usagers ou avec les clients, peu importe, c'est une des valeurs de l'entreprise. Pour en revenir justement sur l'intervention de l'État, là, l'État qui du coup aussi s'est mis à intervenir. On a vu donc les ministres à partir d'hier qui ont commencé finalement à discuter, à venir, à en parler. L'idée, c'est aussi de montrer un message là d'autorité. C'est ce qu'a fait Édouard Philippe. Ça ressemble au message avec le général de Villiers. Enfin, on est un peu dans la même. C'est ça, c'est question d'autorité. On est là et on gère la France extrêmement violemment. Enfin, c'est violent comme recadrage. Oui, mais c'est un recadrage. Mais c'est question de montrer qu'on est là. C'est l'intervention aussi de l'État. C'est surtout un recadrage parce que Guillaume Pépi était silencieux jusque-là. Ouais. C'est-à-dire s'il avait parlé plus tôt, peut-être que le recadrage du gouvernement était moins fort. Encore une fois, je trouve ça assez étonnant. Et effectivement, il y a un dysfonctionnement grave. C'est que le patron de l'entreprise parle après son autorité de tutelle. Mais c'est peut-être justement parce qu'il a trop tardé à parler que le gouvernement, il savait très bien que le mardi, c'est les questions au gouvernement. Donc il savait très bien que mardi, la question allait venir sur la table et il ne s'est exprimé que mercredi matin. Donc alors, voilà, il a cherché à se faire battre. Non, mais pour rejoindre ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est qu'en communication de crise, quand même, on envoie le patron d'entreprise, en tout cas le président, celui qui est vraiment à la tête de la boîte, quand il a quelque chose à dire. Peut-être que les 3 jours ont été nécessaires pour vraiment trouver la faille et trouver l'origine de la panne. Parce que Guillaume Pépi ne serait pas venu simplement pour dire écoutez, je suis désolé, on a un vrai problème, on essaie de le régler, mais on n'a pas trouvé. Enfin, les conséquences sur les on aurait pu envoyer quelqu'un d'autre pour dire ça. J'écoutais ce matin un président d'association qui disait à la limite, le problème d'être remboursé de notre billet de train n'est pas le vrai sujet. Quand on a des gens qui venaient de Bretagne ou de Vendée pour venir prendre un avion pour partir en vacances dans une location comme Jean-Luc Mélenchon, voilà, c'est exactement ce que je disais à Jean-Luc Mélenchon. Il y a certains, leurs vacances sont déterrassées. Entre les incendies et la gare Montparnasse, c'est vrai que certains ont fait leurs vacances un petit peu ratées. Aujourd'hui, nous n'avons pas les solutions alternatives et que ces solutions alternatives, il faut quand même qu'on se mette à les créer et à les inventer. Et je fais un appel aux chefs d'entreprise là et à leur créativité et à leur imagination pour mettre en place tous les systèmes alternatifs à ce genre d'événements. C'est ce qu'a dit le gouvernement, dit qu'il travaillait en tout cas à ça. Qu'est-ce qu'on a comme solution ou dans les aéroports. Oui, l'idée c'est d'en tirer des leçons de toute façon et d'avancer. C'est ce qu'a un peu dit le gouvernement. Internet le plus visité en France. C'est certainement l'un des plus efficaces. Il y a des partenariats avec toutes les sociétés de covoiturage, avec les sociétés de taxi, avec les VTC. Toutes les solutions de mobilité existent déjà dans l'entreprise. Ils ont une vision à très très long terme de ce que va devenir la mobilité des gens. Il ne faut pas jeter le bébé pas au jour le jour. Je veux dire, il y a eu une crise technique, pas forcément bien gérée. À date, on verra comment ça se passe. Oui, après, le niveau technique, mais ce que je crains, c'est que vu le vide médiatique et de communication, c'est qu'on en parle pendant presque tout l'été.
Non. Et bien justement, on va arrêter d'en parler parce qu'on a un autre sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans la médiasphère. Mercredi 2 août, c'est le jour de dépassement. Vous allez l'entendre, ce mot aussi, élément de langage. Là aussi, en tout cas, on va voir. À compter d'aujourd'hui, l'humanité a consommé ce que peut produire la Terre en une année. Et pour incarner la voix de la planète chez nous, c'est bien sûr notre ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, qu'on écoute. Économiser, c'est pas dépenser, c'est pas piller, c'est pas gâcher. C'est pas détruire. Et donc, il faut que nous prenions conscience que sur Terre, contrairement à l'illusion que nous avons eue jusqu'à peu, la norme n'est pas l'abondance, elle est la rareté. Et d'imaginer qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini, c'est une illusion. Ah, beaucoup de tournures de phrases, là aussi, des mots très bien choisis, un peu dans la sensibilité. Tout à fait, avec des belles figures de style, et là une figure rhétorique et l'anaphore qu'on connaissait, parce que François Hollande l'a beaucoup utilisé. Donc avec la répétition en début de phrase de c'est pas. C'est vraiment... Une voix posée. Tout à fait. Il est très pédagogue, Nicolas Hulot. C'est pour ça qu'il remplit tout à fait son rôle d'émissaire, et en tous les cas... Parce qu'il est sincère, peut-être, derrière. Il n'est plus émissaire, il est ministre, attention. Et c'est ça toute la différence. Parce qu'il est sincère derrière. C'était un discours. Effectivement. Alors après, il y a quand même eu des dossiers entre guillemets qui sont ressortis dernièrement, mais effectivement, lui, quand il parle, il est dans une dimension qui est plutôt celle de l'authenticité. Effectivement, on n'a pas l'impression qu'il ait prévu, paramétré tous ses discours à l'avance. En tous les cas, il évite quand même plutôt la langue de bois au profit de quelque chose qui est plus de l'ordre de la pédagogie. Il a publié une tribune, Nicolas Hulot, intitulée « Pour la planète, préférer le sursaut au sursis ». Là aussi, on est dans les formules choc, en fait, pour toucher. Oui, parce que ça fait partie de tout le travail de sensibilisation de l'opinion publique et des décideurs qui se fait depuis des années. La France a accueilli la COP21. Emmanuel Macron a annoncé qu'il organiserait de nouveau un sommet au mois de novembre pour relancer la mécanique de mobilisation internationale contre le réchauffement climatique. Mais bon, la réalité, c'est que d'année en année, cette date fatidique à partir de laquelle on puise dans les réserves non renouvelables de la planète avance dans le temps. Il y a 40 ans, c'était le 24 décembre qu'on avait économisé toutes les ressources de la planète. Aujourd'hui, c'est le 2 août. Alors, c'est vrai que le rythme, paraît-il, diminue. Le rythme de recul de la date dans l'année calendaire recule. Mais enfin, on en est encore loin. Et la vraie question de Nicolas Hulot, quand je l'entendais sur RTL ce matin, c'était qui c'est qui parlait? C'était le ministre de la Transition écologique et solidaire, c'est-à-dire en charge de trouver les solutions et de mettre en œuvre des actions concrètes et globales pour véritablement arrêter le réchauffement climatique? Ou était-ce l'ambassadeur de François Hollande pour la COP21 ou le président de la Fondation Nicolas Hulot qui l'a quitté il y a quelques semaines? Donc c'est tout le problème qu'a aujourd'hui Nicolas Hulot en termes de communication. Il est excellent dans le témoignage. Sera-t-il excellent en tant que ministre? Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire dans l'exécution. Parce qu'en réalité, il est assez bon, je trouve, il est assez bon dans l'expression. Effectivement, il a des punchlines, une capacité d'expression et surtout une douceur dans la voix qui fait qu'il embarque assez efficacement ses interlocuteurs. Il est sincère, il est sensible. Mais effectivement, comme le dit Michel, c'est un ministre. Après, c'est quoi la suite, quels sont les actes? Et vous savez, le dépassement, il y a 30 ans, je ne veux pas jouer au vieux retraité, que je ne suis pas d'ailleurs, mais il y a 30 ans, on parlait du premier jour qui permettait de travailler pour soi et non plus pour les impôts. Mais parce qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas de conscience écologique. C'est ça aussi. Les consciences écologiques arrivent. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Elle existe toujours. L'époque a changé aussi, certes. Là, on est clair là-dessus. On n'était pas dans cette lutte contre le réchauffement climatique qui, aujourd'hui, essaye de... On était dans l'évasion fiscale. On l'est toujours, me semble-t-il aussi. Mais... Il y a deux choses. La première, c'est vrai qu'en termes de communication, il est d'une efficacité redoutable. Il avait fait toute une vidéo avec les youtubeurs où justement, il s'adressait plutôt à des jeunes parce qu'en fait, il prenait le contre-pied en disant « Ah, tu crois que tu vas vivre dans une caverne avec ta lampe, etc. » Donc, ces process-là de communication, il les maîtrise très bien. Ce qui m'étonne, parce que vous l'avez montré, c'est sa citation où il dit qu'il faudrait presque une planète. Alors, je ne comprends pas
pourquoi cet euphémisme, déjà le presque une Alors, planète, sachant qu'en plus, les chiffres... 1,7 planètes. Regardez justement, puisqu'on en parle, c'est l'infographie qu'on va vous montrer. C'est ça qui m'étonne. Le nombre de planètes nécessaires à la population mondiale. Alors ça, c'est la citation de Nicolas Hulot et sa tribune dans le monde.fr. Mais le nombre de planètes nécessaires si la population mondiale vivait comme les Chinois, voilà l'infographie. 2 planètes, il faudrait donc 2 planètes si la population mondiale vivait comme la Chine. Voilà, donc 3, on est pour le Royaume-Uni, le Japon, la France. Et alors, 5 pour celui qui mais voyez, ne croit pas au réchauffement climatique. À mon sens, avec ce presque, on touche du doigt quelque chose. C'est-à-dire qu'il est dans l'euphémisation, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il faut 3 planètes, et lui dit presque une planète, donc il y a un espèce de... C'est la moyenne mondiale. D'accord. Mais alors, pour moi, la limite, effectivement, de sa communication, qui est une communication pédagogue, on va dire, c'est que justement, ça reste une communication qui est assez peu stigmatisante, finalement, et qui reste assez utopique. Et quand on regarde, ce qui est intéressant, c'est que finalement, sur cette question de l'écologie, on pourrait dire qu'il y a 2 mythologies qui se dessinent. Il y en a une première, qui serait plutôt prométhéenne, c'est-à-dire qu'effectivement, elle est liée à la connaissance, elle est liée au savoir, donc elle est plutôt dans une démarche pédagogue, mais elle reste utopique. Et puis il y en a une deuxième qu'on pourrait dire peut-être vulcanienne, c'est-à-dire qu'elle est dans la transformation des énergies de la matière brute et puis de manière quasi infernale. Et là on est sur quelque chose qui est peut-être plus stigmatisant quand on est sur cette approche-là. Alors moi, Jupiter, il est où entre les deux? Oui, alors c'est ça, je pense à ça, mais on va voir. Si je peux me permettre. Muriel. En tous les cas, je n'ai pas la réponse de savoir quel est le meilleur type de communication, mais ce que je sais, c'est que la communication prométhéenne, qui consiste à dire que finalement l'homme et l'humain a toutes les solutions en lui, à partir du moment où il a les connaissances, me semble jusqu'ici assez utopique, et j'ai l'impression que Nicolas Hulot est un peu trop souvent dans cette... Moi, c'est exactement ce que j'allais dire avant que vous n'interveniez, donc je vous rejoins totalement. C'est que, en termes de communication, oui, bien sûr qu'il fait le job, mais quelle est la limite de ce type de communication? Et très très vite, on bascule dans l'utopie, parce que quelles sont les actions? Quand il dit, par exemple, en 2024, toutes les voitures devront être électriques, oui, très bien, c'est formidable. Est-ce qu'on a les capacités énergétiques pour réaliser ce combat-là? Donc, si vous voulez, il y a chez Nicolas Hulot ce côté, je me projette dans un futur, je porte la bonne parole. Évidemment, on ne peut que souscrire à ce qu'il dit. Mais, OK, comment tu fais maintenant? Réveiller les consciences, on a beaucoup va-t-on le faire ça. Réveiller les consciences, ça aussi c'est un élément de langage. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Un exemple. Ségolène Royal, sa prédécesseur, qui était ministre des Transitions et du Développement durable. Parmi les grands symboles qu'elle avait mis en avant, c'était une loi qui interdit les sacs plastiques. Or, plusieurs articles sont sortis dans la presse ces derniers jours pour dire que les sacs plastiques ont à peine diminué en France. Ils sont juste payants maintenant. Voilà, ils sont juste payants, mais il y en a toujours autant, quasiment. Toujours autant. Donc, plutôt que de faire des grands discours, et ce genre de journée sert à cela, évidemment. Donc, aujourd'hui, effectivement, on puise dans nos réserves. Mais quand même, quelles actions concrètes? Et moi, j'aimerais revenir à un des grands engagements d'Emmanuel Macron. C'est que plus que des grandes lois, il avait dit qu'il travaillerait sur les modalités d'application des lois et sur la façon dont les décisions qui sont prises sont appliquées concrètement jusque sur le terrain. Et notamment, il veut mettre en place une évaluation des hauts fonctionnaires qui sont chargés de la mise en œuvre des lois qui sont adoptées par le Parlement. Donc voilà une occasion très concrète. On veut lutter contre le réchauffement climatique. La France est leader dans le monde. La France donne des leçons notamment à Trump et Emmanuel Macron qui a essayé de convaincre Trump de ne pas se retirer de l'accord de Paris. Tout ça, c'est très bien. Mais la réalité, c'est que si on veut éviter le réchauffement climatique, c'est qu'il faut travailler le how to do, comment faire. Et là, il y a un énorme travail à faire. Et là, les Français, on n'est pas bons. Le travail au quotidien, on veut dire évidemment, les petits gestes notamment qu'on appelle les gestes citoyens. Il reste encore sur le même registre qu'Emmanuel Macron pendant sa campagne, c'est-à-dire sur les valeurs. Et alors, c'est formidable. On est dans la philosophie politique, ça, là, dans la philosophie écologique. Réveiller les consciences. Ils ont gagné le combat des valeurs. Maintenant, il faut gagner le combat des enjeux. Et l'enjeu, il est terrain, il est terre à terre, il est au quotidien. Quand on annonce une chose comme ça, il faut proposer à chaque Français d'être moteur de la transformation dont ils ont fait le vecteur de leur campagne de communication. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein d'initiatives aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez refaire vos combles pour 1 euro. Il y a plein de sites internet sur la capacité que vous pouvez avoir à utiliser ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, qui est quelque chose que les Français ne connaissent pas, mais qui est une somme monumentale dépensée obligatoirement par les énergéticiens pour pouvoir changer de mode d'énergie. Tout ça existe, mais aujourd'hui, c'est communiqué par
on va dire, par la promotion. En tout cas, cette journée, elle a une valeur, parce que tout ce qui se mesure peut s'améliorer. Donc cette journée, elle est quand même importante, parce qu'elle fixe le data de ce qui a progressé, de ce qui progressera peut-être pas, de ce qui régressera. Et ça a déjà cette valeur-là, en tout cas. Et ce qui est étonnant, c'est que finalement, on est toujours sur quelque chose qui est de l'ordre de la citoyenneté, qui est de l'ordre du personnel. C'est-à-dire, c'est chaque Français, chaque individu. Voilà, exactement. Dans leur quotidien. Or, je me souviens, Le Monde avait fait toute une, c'était il y a quelques années, pour montrer les enjeux de la pollution. Et la plus grande pollution, c'est la pollution industrielle. Et finalement, celle-ci, on en parle moins. Et en tous les cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi. Donc, si vous voulez, en fait, je me pose la question, est-ce que le fait de trier ces déchets, de mettre dans la poubelle jaune, est-ce que c'est vraiment ça qui va changer la face du monde? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres combats qui, effectivement, sont beaucoup plus importants à mener? Et quand je parle de stigmatisation, effectivement, il y a quelque chose qui est, quand vous êtes citoyen, voilà, on peut venir vous stigmatiser parce que vous n'avez pas fait le tri. Alors moi, je le fais, et voilà, c'est pas, la question n'est pas là, merci. Et c'est juste pour dire que la question n'est pas là, mais en tous les cas, il y a des pollutions dont on ne parle pas, et c'est celles-ci qui, parfois, sont les plus nocives. Ça reste abstrait pour les gens, quoi. Exactement. Ça, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que le canal, c'est un canal qui est facile. C'est-à-dire de s'adresser à chacun et de dire aux citoyens, tu prends ton truc et puis non, tu mais recycles. il est nécessaire. Ça, il est nécessaire. C'est déjà pas mal. Mais c'est loin d'être très suffisant. Et les industriels font quand même beaucoup d'efforts. Il y a eu notamment la COP21, la COP22 qui s'est tenue au Maroc, de très nombreux engagements très concrets d'entreprises et qui mettent les moyens aussi dans l'application des engagements qu'ils prennent. Moi, je voudrais donner... C'est symbolique, mais ça me paraît très important. J'ai fait le calcul. Pour les enfants qui naissent ces années-ci, cette année, l'année prochaine, lorsqu'ils auront 60 ans, la date à partir de laquelle on aura... le jour de dépassement. Ce sera le 1er janvier. C'est-à-dire le jour où l'année commencera, exactement, au rythme où l'on va actuellement. Donc il y a urgence de renverser la machine. Et c'est un peu l'engagement sur lequel, pour moi, le sens de l'arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement, et c'est de dire, est-ce qu'avec Nicolas Hulot, Macron va réussir à faire inverser la tendance, au moins de la part de la France, voire de l'Union européenne. C'est ça tout l'enjeu pour moi, Nicolas Hulot, au-delà des discours et des principes. Oui, et on joue beaucoup sur ça. Il faut que Nicolas Hulot ait une équipe d'opérationnels derrière lui pour vraiment mettre les mesures en application. Et vous parlez des enfants parce que ça touche, ça fait partie aussi des éléments de langage dans cette communication pro-écologique. C'est les générations suivantes, les générations à suivre. Il faut protéger vos enfants, vos petits-enfants. Parce que ça, c'est quelque chose qui parle et qui va réveiller les gens. Mais il n'y a pas d'image qui va avec ça. C'est ça, c'est compliqué. Là aussi, ça reste abstrait en fait pour les gens. Quand tu vois le détachement des icebergs, quand tu vois le réchauffement climatique. Non, je te parle des enfants. Les enfants. C'est compliqué de se projeter. Les désertifications, c'est une vraie image quand même. Donc les enfants qui meurent. Mais quand on dit, voilà, il faut le faire pour vos prochains enfants, vos prochains petits-enfants, pour les générations à venir. Là aussi, c'est vrai qu'on essaye de toucher les gens comme ça. C'est un élément de langage, là aussi, dans cette communication qui fonctionne. C'est une forme de réalité. Oui, bien sûr. On va laisser. Et heureusement, les jeunes générations sont quand même plus sensibles que leurs aînés et que nous à cette sensibilité écologique, je le pense vraiment. Pour le dire différemment, ce que je voulais dire, c'est que ça n'est pas, effectivement, c'est tout à fait nécessaire que chacun, il y ait une responsabilisation individuelle, mais la responsabilisation individuelle n'est rien si effectivement les grands groupes comme Total et autres qui doivent quand même justement enchaîner sur la révolution écologique, s'ils ne mettent pas les moyens pour le faire, non, mais je crois que vraiment ils le font. On ne le fait jamais assez, mais ils le font. En fait, vous savez, regardez, il y a eu Élise Lucet, elle a fait son envoyé spécial justement là-dessus, et on voyait le patron de Total qui disait non mais les 3%, mais bien sûr, jamais on va réussir à réduire de ça, c'est évident. Il l'a dit en off devant tout le monde. On sera bien obligé de dire regardez ce qui se passe en Chine. En Chine, ils ont pris des décisions très importantes quand même, parce que je vois les images derrière moi. Quand vous allez à Pékin, quand vous allez à Shanghai, que vous pouvez même pas voir à 100 mètres, à 200 mètres autour de vous, par moment donné, on est obligé de prendre des décisions. Il y a 2 mois, les États-Unis sortaient des accords de Paris. On sent Trump, justement, pour lui, c'est les Chinois qui inventent la lutte contre le réchauffement climatique. Là, ça a été bon, ça a été justement un coup dur pour l'image des États-Unis, mais pas de la France finalement. Parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi la position de Trump, c'est-à-dire à convaincre Trump de ne pas sortir des accords de Paris. Je me rappelle, on le commentait ici même sur LCI. Et d'ailleurs, ça a été un bon coup finalement. Et d'ailleurs, je voulais dire, le groupe TF1, moi je peux le dire, vous ne pouvez pas le dire, mais moi je peux le dire, travaille beaucoup sur la sensibilisation de ses collaborateurs aux gestes équitables. Parce que ça on a des poubelles, évidemment, exactement, à l'intérieur des rédactions différenciées. Pour faire le tri. Dans leur politique industrielle, mais aussi
via leurs collaborateurs. Et nous sommes, les millions ou les milliards de salariés dans le monde jouent aussi un rôle décisif pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais Macron, je trouve qu'il a repris de François Hollande une chose, c'est le leadership sur la question écologique. Parce que quand Trump s'est retiré de l'accord de Paris, c'est vraiment le président Macron qui a été le plus en avant, plus qu'Angela Merkel, plus que d'autres chefs d'État. Il s'est adressé aux Américains en anglais, leur disant « venez en France vous installer pour lutter contre le réchauffement climatique ». Il a été très très proactif et il a encore annoncé donc une grande initiative. La France sera de nouveau un petit peu la capitale du monde au niveau écologique au mois de novembre, avec une initiative très importante sur les financements de la lutte contre le réchauffement climatique. Comme il a annoncé que l'égalité femmes-hommes serait une grande cause nationale, mais pour l'instant, je ne vois pas venir. Donc, je me pose la même question. Je pense que pour Macron, l'écologie est plus un enjeu qu'une valeur. Pour le coup, là, il a une... En termes d'image ? Oui, il a une opportunité de prise de position, de prise de pouvoir médiatique qui peut faire de lui une sorte de flagship, de chevalier blanc, mais à condition qu'il se batte vraiment. Parce que quand on est un chevalier seul sur son cheval, on est Don Quichotte. C'est pas terrible. C'est toujours les mêmes problématiques. Quelles sont les actions derrière les mots, derrière les propos ? On revient toujours à ça, au fond. Parce que là, en effet, sur l'écologie, on peut aller là-dedans, justement, un petit peu dans ces grandes phrases, ces grandes philosophies, mais derrière, il faut des actes, quoi. Et c'est ça qu'attendent aussi les Français, finalement. Absolument. C'est ce qu'attend le monde sur ce sujet-là. Mais je vais être un peu mauvaise, parce qu'effectivement, tu viens de dire qu'effectivement, il y a des actes effectivement faits par le TF1, les salariés. Mais combien de watts il y a sur ce plateau-là ? C'est ça la réalité. Oui, mais ce sont des LED. Ce sont des LED. Oui. Donc ils sont plus économes. Attention. Ce sont des LED. Ils sont plus économes. Non, on est honnête. Ici, voilà, on parle de tout aux téléspectateurs, à tout le monde. Oui, il y a beaucoup d'électricité qui sont utilisées dans cette tour. Ce sont des LED. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, ça gaspillait beaucoup plus d'énergie que ça ne le gaspille aujourd'hui. Moi, on m'a donné une information. Voilà, donc on avance. En tout cas, pas. De toute façon, on ne peut pas tout révolutionner. Et là, on peut se dire que ce qu'on fait, il y a quelque chose qui est beaucoup plus radical et qui va. Mais quand il n'y a personne, on éteint le plateau, la lumière. Très bien. Donc voilà, on fait quand même certains gestes. En tout cas, ça fonctionne. C'est là où il faut, ces journées-là, où il faut faire les punchlines, comme vous disiez, Stéphane, c'est ça, des formules choc. C'est là où ça fonctionne. C'est le moment, puisque c'est une fenêtre d'exposition. Donc il faut qu'il y ait une rémanence. Pas trop quand même. Oui, mais c'est pas parce qu'on est sensibilisé qu'on fait. Le tabac, vous savez que c'est mauvais pour la santé, ça ne va pas vous empêcher de fumer. Donc la sensibilisation, les campagnes de sensibilisation, elles ont leurs limites. Et voilà, il ne faut pas tomber non plus. Alors c'est très bien qu'elles existent, mais c'est très peu suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin. C'est encore une responsabilité collective. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs journées mondiales par jour. Est-ce qu'on se noie dans tous les enjeux, justement, mondiaux, un petit peu ? On est dans la com. Mais non, on est obligé, parce qu'il y a malheureusement de nombreux chantiers qui sont... Il y a la lutte contre le réchauffement climatique, il y a les enjeux de santé, il y a les enjeux de lutte contre le chômage, il y a la lutte contre le terrorisme. Donc voilà, gouverner, je pense aux gouvernants, c'est de mener de front tous ces enjeux. Et d'ailleurs, certains ont regretté que parmi les grandes lois qu'a annoncé Macron dans sa campagne, il n'y ait pas de loi sur la transition énergétique, parce qu'on peut aller encore beaucoup plus loin que ce qui a été fait jusque-là. Moi, je pense qu'il y a une responsabilité individuelle, collective, gouvernementale et mondiale. Et tant qu'on n'aura pas mis ces quatre composantes autour de la... Non, mais je pense que c'est l'ensemble qui fera le job. Si vraiment on veut laisser une planète différente à nos enfants, comme vous le dites... Mais j'entends peu d'engagement, justement, des responsables d'entreprises, etc., de PDG, de ceux qui ont les clés. Je les entends peu s'engager, je les entends peu communiquer, j'entends peu des mots, des engagements humains. Et bien voilà, à bon entendeur, rapidement. Une question d'argent. Les chefs d'entreprise, dès qu'on leur parle d'écologie... Toujours une question d'argent. Non, mais les chefs d'entreprise, dès qu'on leur parle d'écologie, ils se disent qu'ils vont être taxés ou qu'ils vont être obligés de payer quelque chose. C'est ça qu'il faut transformer. C'est la finance, c'est ça qu'on dira. On terminera par ça, en tout cas. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission. Merci. Et puis on l'a dit, Emmanuel Macron, il a su utiliser la com à son avantage dans cette histoire avec Donald Trump. Donc on va terminer avec, il faut le reconnaître quand même, ce coup de génie de notre président. It is not a future we want for ourselves. It is not a future we want for our children. It is not a future we want for our world. Make our planet great again.